Merci d'être au rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à toutes et à tous. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, l'Afrique du Sud, où le juge a infligé 5 ans de prison ferme à Oscar Pistorius pour l'homicide involontaire de sa petite amie l'année dernière. Vous entendrez la magistrate à ce sujet dès le début de ce journal. La Coupe du monde de football au Qatar cessera en novembre et décembre 2022. Confirmation de Seb Blatter, le patron de la FIFA. Mais les clubs européens préviennent, ils ne paieront pas la facture du calendrier. Bonjour et bienvenue. Afrique du Sud, jour J pour Oscar Pistorius. Après 7 mois de procès et 48 jours d'audience, l'athlète paralympique a enfin connu sa sentence ce mardi, reconnu coupable d'homicide involontaire par négligence, mi-septembre. En l'absence du jury populaire en Afrique du Sud, c'est à la juge seule de trancher. Je vous propose à présent d'écouter la magistrate. Ce qui va suivre est ce que je considère comme une sentence juste pour la société ainsi que pour l'accusé. Premier chef d'accusation, homicide involontaire. La sentence imposée est une peine maximale de 5 ans de prison. Pour le deuxième chef d'accusation, usage d'armes à feu, la sentence imposée est de 3 ans de prison avec sursis. Direction la Côte d'Ivoire pour évoquer cette conférence de presse animée par Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, le FPI. Une rencontre essentiellement consacrée au procès en cour d'assises de 89 proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les 89 pro-Gbagbo appelés à la barre ce mercredi, 83 dont le président du Front populaire ivoirien, Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré, professeur Akembo et Daniel Boni-Claverie comparaîtront effectivement devant la cour d'assises. Le président du Front populaire ivoirien appelle à un procès démocratique. Je voudrais en appeler à la grande responsabilité des magistrats chargés de ce procès et au-delà de tout le corps judiciaire en Côte d'Ivoire dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays. La justice est le pilier principal de la paix dans un pays. C'est pourquoi l'opinion nationale et internationale attend de la justice qu'elle dise le droit. Le procès contre les pro-Gbagbo se tiendra conformément à l'arrêt du 10 juillet 2013 rendu par la Cour d'appel. Les faits retenus contre les accusés sont entre autres atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, constitution de bandes armées, usurpation de fonctions. À l'entame de cette conférence de presse, une minute de silence a été observée à la mémoire de la mère de l'ex-président, rappelée à Dieu le 15 octobre. Sur un tout autre décor, l'UEMOA a 20 ans d'existence, on en parlait dans nos précédentes éditions. 20 ans pour poser un regard sur le parcours de cette organisation commune, ses acquis et les défis qui se posent pour le futur de l'institution. Mais il faut également noter la présence de la quasi-totalité des chefs d'État de l'espace à Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis le 10 janvier 1994, les chefs d'État ont porté sur les fonds baptismaux une institution d'intégration sous-régionale à laquelle les moyens politiques, économiques et sociaux ont été donnés pour répondre au mieux aux attentes qui lui sont assignées. 20 ans après, signe de leur profond attachement à l'UEMOA, les présidents Boni Yahi du Bénin, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Issoufou Mahamadou du Niger, Macky Sall du Sénégal, Faure Essozina Yassingbe du Togo, Blaise Compaoré du Burkina Faso et le président de l'Assemblée nationale représentant José Mario Vaz de la Guinée-Bissau sont effectivement présents à Ouagadougou pour marquer le 20e anniversaire de la création de l'UEMOA. Le lieu de rendre hommage au père fondateur de l'UEMOA, au président du Faso dont le pays abrite le siège des organes de l'institution, aux partenaires techniques et financiers, au personnel dynamique et dévoué qui ne cesse de se battre pour donner vie à cet outil d'intégration économique et à tous ceux qui ont contribué à faire de l'UEMOA ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le socle de la solidarité entre nos peuples et de la complémentarité de nos économies, la mission assignée à l'UEMOA a été traduite dès 1995 en chantier de l'intégration.
reposant sur la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques, la construction d'un marché commun, l'harmonisation des législations, notamment en matière économique, la mise en œuvre de politiques et programmes sectoriels communs corrélativement au déploiement progressif d'une architecture institutionnelle fonctionnelle. 20 ans d'existence, c'est un âge de maturité pour lequel l'UEMOA peut dresser un bilan positif. De 1994 à 2004, elle s'est dotée de politiques et programmes de développement ainsi que la mise en œuvre de projets concrets au profit des populations. Concernant les acquis de l'institution les 20 dernières années, écoutons à présent quelques réactions de chefs d'État. Dans le cadre de la consolidation d'abord de notre monnaie commune, il y a eu beaucoup de progrès sur la voie de l'union douanière. Il y a eu également beaucoup de progrès en ce qui concerne la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Donc nous sommes réellement un bon exemple d'intégration pour l'ensemble du continent africain. Il faut encore que l'on conforte la question des infrastructures qui est essentielle et qui est prise en charge à d'autres niveaux, mais au niveau UEMOA également, beaucoup a été fait. Que l'on continue sur cet axe-là, c'est important. Certains de nos pays ont pu d'ailleurs mettre en chantier un programme, mais qui est au-delà d'ailleurs, qui est au niveau de la CEDEAO cette fois-ci, de relations ferroviaires entre eux. Nous avons également commencé des chantiers, notamment avec le Sénégal, et également avec la Guinée. On va faire en sorte qu'il y ait une normalisation pour que tous ces relais-là, tous ces réseaux-là se tiennent et s'enchevêtrent au plus grand profit de nos populations. On doit être heureux aujourd'hui, donc c'est voir dans la tête des chefs d'État aujourd'hui le même enthousiasme, la même ambition pour faire de notre union une zone véritablement intégrée avec bien sûr des possibilités offertes largement aux hommes, aux biens, aux services, aux capitaux pour se mouvoir et surtout servir, bien sûr, à faire face aux défis qui sont aujourd'hui des grands défis, des infrastructures, de l'alimentation, des questions de formation. Et tout cela, ça indique qu'il nous faut agir ensemble, solidairement. Et je crois que l'espace a montré en 20 ans que nous avons beaucoup à gagner à agir ensemble qu'à disperser nos efforts. Vous venez d'écouter les chefs d'État sur les 20 ans de l'UEMOA. À présent, la mort du PDG de Total, Christophe de Margerie, et 3 membres d'équipage sont morts dans l'accident de l'avion privé sur l'aéroport de Vnukovo à Moscou en Russie. Le conducteur de la déneigeuse percuté par le jet était ivre, selon les premiers éléments de l'enquête russe. Il est un peu plus de minuit, 22h à Paris, lorsque le jet privé du PDG de Total et 3 autres personnes s'écrasent et prend feu ici à l'aéroport d'affaires Vnukovo à Moscou. Il vient de heurter un chasse-neige sur la piste au décollage. Malgré 150 secouristes, des dizaines de véhicules spéciaux, il n'y a plus rien à tenter. Les 3 membres de l'équipage et le passager sont décédés dans le crash. 5 cm de neige, du brouillard, une visibilité réduite à 350 mètres. Ce décollage depuis Moscou était périlleux. Selon les premiers éléments du comité d'enquête russe, le conducteur de la déneigeuse était ivre au moment de la collision avec l'avion privé de Christophe de Margerie. En France, à leur arrivée au siège du groupe ce matin, les salariés sont très affectés. Vraiment un grand homme. Au-delà d'être un grand PDG, c'est un grand homme. J'ai travaillé avec lui, j'ai passé quelques soirées avec lui, des séminaires, etc. Je vous dis, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est choquant. C'est difficile à admettre, mais il faut continuer. Voilà. Tout le monde le connaissait dans la maison, on l'appelait Big Moustache, effectivement. C'était un homme très chaleureux, très agréable, un très grand patron. Et je crois que tout le personnel va être très triste aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Christophe de Margerie se rendait très souvent dans la capitale russe. Hier après-midi, il avait encore rencontré le Premier ministre Medvedev, car malgré des sanctions européennes, Total continuait à avoir des projets en Russie. Pour comprendre les circonstances de l'accident et pourquoi l'avion a été autorisé à décoller alors qu'un chasse-neige se trouvait sur la piste, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Direction la frontière turco-syrienne.
Kobané et la question des réfugiés. Ankara avait ouvert 8 points de passage au début de la crise et actuellement, les passages ne sont autorisés qu'au compte-gouttes. Un soldat turc surveille la frontière au nord-ouest de la ville de Kobané. Derrière les fils barbelés, des réfugiés qui refusent d'abandonner leurs derniers biens. D'autres, en revanche, essayent en vain d'entrer en territoire turc. Mon oncle et sa femme sont là, elle est malade, et ils ne les laissent pas entrer. On vous a expliqué pourquoi? Non, ils ne laissent entrer les gens que tous les 4 ou 5 jours, mais hier il y a eu beaucoup de bombardements à Kobané, donc les gens veulent sortir. Pour calmer la foule, les militaires promettent d'autoriser les passages le lendemain. Mais 24 heures plus tard, la même scène se répète. Je veux rentrer chez moi, dans ma région, dans mon pays. Je ne veux pas rester en Turquie. Ils ne vous laissent pas y retourner? Non, ils ne me laissent pas. Je suis là avec mes sacs depuis hier. L'ambiance devient de plus en plus tendue. Les soldats turcs nous demandent de quitter les lieux. Dans le reste de l'actualité, la recrudescence des violences meurtrières en Libye. 19 personnes ont été tuées hier à Benghazi, ce qui porte à 75 le nombre de victimes depuis le début de l'offensive mercredi dernier contre les groupes extrémistes qui contrôlent cette ville de l'est du pays. Une offensive lancée par l'ex-général Khalifa Haftar avec le soutien de l'autorité reconnue par la communauté internationale. L'enjeu étant de récupérer la deuxième ville de Libye, contrôlée depuis juillet dernier par des milices islamistes. 4e semaine de crise à Hong Kong et le gouvernement local et les étudiants pro-démocratie entament de nouvelles négociations aujourd'hui même. Les concessions s'annoncent limitées. Le chef de l'exécutif évoque quand même de la place pour plus de démocratie, et ce, juste avant la rencontre. Une prière à quelques heures du début des négociations. Les manifestants ont passé la nuit dans ce quartier de Mongkok qu'ils occupent, sous la surveillance étroite de la police anti-émeute. La tension reste palpable après un week-end de heurts parfois violents. Aucune des deux parties ne cherche l'affrontement avant les négociations. C'est pour ça que c'est assez pacifique. En un peu plus de 3 semaines de manifestations, cependant, plusieurs blessés certes, mais aucun mort. Le gouvernement n'aura cédé sur rien et le mouvement semble s'essouffler peu à peu. Chaque camp espère une issue à la crise. Je suis ouvert à tout accord entre les syndicats et le gouvernement, mais à mon avis, c'est à chaque manifestant de décider une fois l'accord conclu. Du coup, le pouvoir aborde les négociations en position de force. Dans une première interview à la presse internationale depuis le début de la crise, le chef de l'exécutif de Hong Kong laisse entendre qu'il ne cédera pas sur la principale revendication des étudiants. Ces derniers demandent que les candidats aux élections de 2017 soient libres, alors que jusqu'à présent, ils doivent passer le filtre d'un comité de 1200 notables de Hong Kong. Pour Leung Chun-ying, c'est une garantie contre le populisme. Si c'est entièrement un jeu de nombres et de représentation numérique, alors évidemment vous parlerez à la moitié de la population de Hong Kong qui gagne moins de 1800 $ par mois. Plusieurs tentatives de négociation ont échoué ces dernières semaines, mais cette fois-ci le chef de l'exécutif prévient, en cas d'échec, pourrait bien reprendre la main et risquerait d'avoir moins de patience que lui avec les manifestants. Un mot de sport avant de refermer cette édition. La Coupe du Monde au Qatar, ce sera en novembre et décembre 2022. Confirmation de Sepp Blatter, le patron de la FIFA. Mais les clubs européens préviennent, ils ne paieront pas la facture du calendrier. En 2022, le monde du football ne risque de pas tourner très rond. La Coupe du Monde au Qatar, cette année-là, se jouera très certainement en hiver. L'été, les températures y sont caniculaires. C'est en tout cas le souhait de Sepp Blatter, président de la FIFA. On ne peut pas jouer en été. Donc il faut trouver la solution de jouer à une date qui convient. Et la date qui convient, c'est la fin de l'année, qu'on puisse jouer une Coupe du Monde dans une ambiance qui nous permet de jouer cette grande Coupe du Monde comme on vient de vivre maintenant au Brésil. Même si le Qatar annonce des prouesses technologiques pour faire baisser les températures dans les stades, l'idée d'une Coupe du Monde en hiver n'est pas neuve, mais la période s'est affinée, ce sera vraisemblablement en novembre-décembre. Ce choix va totalement bouleverser les calendriers des championnats nationaux et autres compétitions internationales en 2022.
Un report hivernal pourrait pousser les concurrents du Qatar lors de l'attribution de la compétition à demander un nouveau vote. C'est sur cette actualité sportive que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent.